Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Vous êtes les bienvenus sur Ils ont dit, cette tribune où nous revenons sur les déclarations des dirigeants et autres personnalités qui prennent position sur divers sujets dans le monde. Merci pour votre fidélité. Merci à vous. Son nom m'échappe soudain, il m'a envoyé un gris-gris. Moïse Soulé, bonjour. Oui, bonsoir à vous, Jérôme Kassa, et bonsoir à mon contradicteur. Adrien Oussou, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour l'Afrique, nous y sommes encore. Et nous commençons par l'île, la grande île Madagascar, où le ministre des Mines a démissionné. Et nous avons exactement ceci. Quand il est parti, il disait exactement ceci. Adrien, effectivement, j'ai été prévenu dans une affaire judiciaire portée devant le tribunal de première instance en Antananarivo. Mais les manipulations médiatiques ont omis ou ont délibérément omis de souligner le fait que j'ai été relaxé durant le procès y afférent. Et il n'a pas attendu aussitôt retiré, Adrien. Oui, ça s'appelle avoir le sens de l'honneur, de la dignité quelque part, parce que il aurait pu, malgré ses avanies, puisqu'il y a des avantages certains lorsqu'on est membre du gouvernement, ne pas donner sa démission, quitter le gouvernement. Donc, vous savez que parfois, il y a certaines personnes qui ont tellement le sens de l'honneur, de la dignité, qu'elles sont même prêtes à aller soit devant les juridictions ou des structures compétentes pour justifier des faits qui leur sont reprochés ou qui sont mis simplement à leur charge. L'essentiel est que ces structures-là fassent preuve d'équité et de sens de justice pour véritablement les blanchir, c'est un que ils ne sont coupables de rien ou ils n'ont rien à se reprocher par rapport aux dossiers qui sont évoqués. Donc, le ministre malgache des Mines, c'est cela. Ah oui, c'est son droit le plus absolu de quitter les affaires, c'est que sa conscience lui dicte la ligne de conduite à tenir par rapport à tout cela. Maintenant, les confrères là, parce qu'il parle là de la presse, les confrères là qui lui tirent dessus dans tous les réseaux sociaux. Bon, là encore. Ils généralisent. Bon, ils généralisent, mais lorsque vous allez pousser le bouchon, vous verrez bien que tes confrères n'en sont pas également loin. Donc l'un dans l'autre, c'est-à-dire c'est la presse, je dirais, avec l'appui des nouveaux médias. Parce que tout ça, c'est les nouveaux médias, les WhatsApp et autres canaux de communication à l'ère de la technologie. Donc, l'un dans l'autre, le ministre garde la tête haute, vivement que, à la fin, la justice le blanchisse véritablement pour qu'on sente que certains ont encore le sens de la dignité et de l'honneur. Moïse a un comportement responsable, salut Adrien. A-t-il raison de le faire? D'abord, il est né avant la honte, il connaît la honte et il connaît le sens de l'honneur de la famille. Parce que vous avez quelques jours après, on l'a nommé, malgré tous les avantages, ministre des Mines et des ressources stratégiques. C'est sûr que c'est un poste juteux, mais on l'a attaqué dans la presse. Il faut dire que là, il a parlé de campagne médiatique. C'est parti de la presse après, ça a été relayé par les réseaux sociaux. Voilà quelqu'un qui a démissionné, qui n'a pas assisté au conseil des ministres, qui a déposé sa démission, mais qui a pris l'engagement de régler ses comptes avec ceux qui ont organisé cette campagne de dénigrement. Je crois que c'est un exemple. C'est un exemple. C'est vrai, il a été relaxé par la justice. Pourtant, la presse lui a fait la fête. Je voudrais que nos ministres africains comprennent ça. Parce que quand on vous a nommé et que on va fouiller dans la poubelle, on sent un dossier qui touche à votre honneur, vous devez quand même démissionner pour vous défendre. Il a démissionné. Ailleurs, les gens vont dire non, c'est pas grave, on va chercher à épingler tous ceux qui sont restés dans la presse. On va trouver que c'est l'opposition qui n'est pas d'accord. Aujourd'hui, le ministre, il a démissionné. Je crois qu'on doit prendre des exemples sur lui. Quel que soit le poste de responsabilité que vous occupez et que des dossiers comme ça entachent votre honneur. Vous êtes père de famille, vous êtes président paysan. Oui, vous êtes issu d'une famille. Et on a dit, monsieur Tantampion a volé par exemple. Tous ceux qui portent le nom Tantampion doivent se dire, mais attention, désormais on va dire, famille Tantampion là, ce sont des voleurs. Donc je crois qu'il a donné le bon exemple. Maintenant,
Et dans la poursuite des confrères aussi, là aussi, il faut faire attention parce que je sais que dans le monde politique, c'est la presse qui fait et qui défait les hommes politiques. C'est la presse qui détermine l'agenda politique. C'est tellement que la presse était dans son rôle en fonction des informations que la presse a à sa disposition. La presse a agi. Maintenant, il a démissionné, c'est déjà un avantage et c'est une leçon pour tous les hommes politiques. Dès que on vous accuse de quoi que ce soit, même si la justice ne vous inquiète pas, démissionnez, mettez-vous à la disposition de la justice et quand vous serez blanchi, ça va vous grandir. Lui, ça le grandit déjà parce que partout dans le monde, on va le citer comme exemple, on va dire quelqu'un qui n'a même pas fait une semaine, 3 jours après, et puis paf, comme ça, il démissionne, salut à lui. Et oui, vous le saluez aussi, Adrien, d'avoir agi comme ça. Oui. Pour des motifs, il a été à la barre, pour des motifs pas heureux. Justement, mais il n'empêche que dans ma première prise de parole, j'ai été suffisamment clair là-dessus. Et j'ai mis en exergue le sens de l'honneur, de la dignité et de l'amour de soi-même. Mais quand on a fait ça et que le président vous nommez, dites au président, attention, la faute est à deux, au président et à lui-même. Oui, mais... Président, je ne suis pas si propre que ça, mais placez-moi ailleurs. Et le président, il lui fait des enquêtes avant de nommer. De nommer, justement, c'est ce qu'on recommande souvent également. Parfois, il n'y a pas des enquêtes de moralité, où on s'appuie parfois sur des services de renseignement qui également passent à côté de la plaque, ou bien les services de renseignement renseignent très bien, où l'enquête de moralité s'est bien déroulée, mais il y a certains présidents qui s'en fichent, comme de l'an 40, et ils tiennent à nommer quelqu'un. Certainement que celui-là qui tient à pusher le gouvernement ou un poste stratégique leur sera redevable, ou carrément à une mission à accomplir en leur faveur, non en faveur de la République. Ah oui, parce que quand on est ministre de la République, et non même ministre du président de la République. Il faut que les gens arrivent à faire le distinguo. Un ministre servit la République. Ce n'est pas servir en fait le chef de l'État en tant que tel. C'est vrai que vous recevez délégation de pouvoir du chef de l'État. Parce que c'est vrai, c'est lui qui a été élu. Mais n'ayant pas le don d'ubiquité, et ne pouvons pas tout faire lui seul, il est obligé de déléguer ses pouvoirs à d'autres compatriotes, les ministres en fait. Et les ministres également en délèguent à des directeurs techniques, des directeurs centraux. Chacun doit pouvoir se retrouver dans ce schéma-là. Oui, pour dire, à demander à monsieur le ministre, monsieur le président, ce poste-là auquel vous me prédestinez, je ne suis pas certain de pouvoir remplir mes obligations à ce poste-là, justement parce qu'il y a telle situation. Et à ces hauts responsables-là, à ces hautes autorités, d'apprécier à bon escient afin de savoir faire le bon choix. Mais il se fait que paradoxalement, certains, quoique traînant des casseroles, on les impose. Et comme ça ne suffisait pas, soit ils sont ministres d'État, et Premier ministre. Alors, c'est riche le gâteau, hein. Si ces compatriotes n'ont pas cette chance-là, c'est le malheur. Quand ce président s'apprête à quitter le pouvoir, afin d'assurer ses arrières, il peut même positionner celui-là à la tête du parti pour qu'on l'élise facilement. Et là, lui pourra, puisque le président le tient, il pourra assurer les arrières tout bonnement. Le président malgache ne s'est pas renseigné, selon vous? Non, il s'est renseigné parce que quand vous suivez la déclaration du démissionnaire, elle a été claire. Il a déjà été prévenu dans une affaire louche de corruption et abus de confiance. J'ai été relaxé. Donc c'est suffisamment, c'est déjà suffisant pour le président. Vous y avez mis les pieds. Maintenant, le président qui... Si... Non, moi je salue le président. son sens de responsabilité. Dès que l'affaire a éclaté dans la presse, il a démissionné. Ça aurait été ailleurs, on s'en fout. On va donner de l'argent à d'autres confrères pour contre-attaquer les autres. Et le président aurait pu éviter cela pour le pays. Non, le président a estimé que quelqu'un qui a été relaxé est blanchi, est propre. Et s'il est bon, il a des compétences dont l'État a besoin, on va le nommer. Maintenant, s'il ne se repose... Vous voyez, il est vraiment honnête. Hein? Il est vraiment honnête parce que dès que l'affaire a éclaté, 3 jours après, il n'a même pas encore joui de ce titre-là. Il est parti. Ailleurs, les gens vont dire non. Ils vont poursuivre non seulement la presse, mais ils vont lâcher les chiens de garde sur ses confrères qui ont écrit. Mais lui, il a dit, je me retire. J'ai été prévu. Il n'a pas nié les faits. Il a reconnu les faits, mais il a dit que, heureusement pour lui, il a été relaxé par la justice. Ça veut dire quoi? Que ceux qui ont écrit sur lui n'ont pas fait les enquêtes. C'est vrai qu'en politique, quand on décide de vous nuire, quand on décide de vous noircir, on ne cherche pas à avoir loin. On se contente des bribes d'informations qu'on a. Aujourd'hui, il est parti. Le président devait le féliciter. Si, entre-temps, moi je souhaiterais que si entre-temps, tout était mis au clair et que son honneur est lavé, que le président puisse le ramener à son poste pour prouver aux gens que il y a le sens de l'honneur.
il y a le sens de la responsabilité. Quand on vous appelle à de hautes fonctions et que vous devez constituer pour la génération montante un exemple, un modèle, dès que quelque chose entache votre honneur, vous vous retirez, vous allez laver votre honneur et vous revenez. Vous êtes ministre un jour, vous quitterez la charge un jour, je n'ai fait que 3 jours, je m'en vais. C'est ce qu'il a dit. Justement, il s'attache, on ne s'accroche à rien et à rien du tout. Justement. On ne doit pas mourir ministre. Non, sur les tropiques, c'est pas courant. On ne n'est pas ministre, on ne doit pas mourir ministre. Et tout le monde n'est pas mourir. Les ministres, vous comprenez bien. La seule chose est qu'à un moment donné de votre cursus, bon, vous pouvez avoir des compétences qui obligent le chef de l'État ou les hauts responsables à vous faire appel, afin de vous nommer à ces postes-là. Donc, c'est dire qu'il ne s'accroche à rien, ça ne sert à rien. Et effectivement, sous d'autres cieux, oh là là, des gens font la courbette et la cour assidue au chef d'État pour se faire nommer. Il dit là qu'on va pouvoir prendre cela comme leçon d'humilité pour évoluer dans la vie. C'est une vertu. Assumer ses responsabilités. Il n'a jamais nié qu'il a fait exister. Au contraire, il a dit qu'il a été prévenu dans une affaire d'escroquerie. Il a reconnu que l'affaire existait. Ailleurs, on vous dira non. Ailleurs, dans d'autres pays, on vous dirait mais le gars vient de commencer, il n'a même pas encore les primes de responsabilité, les primes d'installation, il n'a encore rien. Et puis, il démissionne. Sa famille va lui dire attention, ce que tu fais, c'est pas gentil. Mais lui, il a pris ses responsabilités. Et là, il a lavé l'honneur de sa famille. Il a lavé son honneur. Il a montré aux gens que dans la vie, il ne faut pas s'accrocher à des vêtements. On n'est pas ministre. Exemple à suivre, c'est ça. Mais exemple à suivre dans tous les pays du monde, tous les pays, en Occident, en Afrique, partout. Quand vous avez un poste de responsabilité et qu'il y a une tache noire qui vient se coller à votre front, retirez-vous, allez nettoyer la tache, laissez briller votre front et revenez. Il dit qu'il va porter plainte. Il a l'intention de le faire. Et là également, c'est son droit le plus absolu de le faire. Et oui. Il est sûr de lui. Certainement. C'eût été bon alors que ces confrères-là fissent sérieusement les enquêtes et fussent certains que le ministre a effectivement été effectivement dans la gadoue avant que de se livrer à ces gens. Ça veut dire que nous sommes manipulables. Oui, parfois nous sommes manipulables. Il nous revient d'avoir également le sens de la conscience. Et on parle de la clause de conscience dans l'exercice de notre métier. Il va nous falloir user du discernement le moment venu pour que les espèces sonnantes et trébuchantes et également certains avantages qu'on nous miroite parfois. Ah oui. Vous en parlez là? Ah oui, que certains que les espèces sonnantes et trébuchantes et que certains avantages qu'on nous miroite parfois ne nous fasse pas tomber. En cela que nous devons continuer d'avoir la tête sur les épaules pour exercer notre métier comme il se doit. C'est vrai, nous pouvons venir à faillir, mais qu'on nous crédite de la bonne foi. En fait, c'est ça qu'il est question. Comme des médias, vous êtes parfois en triste mission. Les commanditaires ne sont pas les payeurs. Quand vous sacrifiez votre honneur sur l'autel de l'espèce sonnante et trébuchante, vous allez répondre. Et je suis convaincu que s'il y a derrière cet acharnement des hommes politiques, ils seront en train de trembler parce que les confrères, pour se défendre, diront mais malheureusement, ils ont eu tort. Il ne faut pas toujours s'accrocher au bien matériel. Il y a le sens de l'honneur, le sens de la responsabilité, parce que quand vous vous comportez comme ça sur des générations, on parlera de vous, on parlera de vos enfants en de mauvais termes. On va dire, ces gens-là, ils sont comme ça dans leur famille. C'est dans le sang pour eux. Donc je dis, l'exemple du ministre malgache doit profiter à tout le monde. Pas seulement au ministère, à tous les postes de responsabilité. Du planton jusqu'au président de la République dans tous les pays. Dès que vous êtes impliqué dans une affaire, retirez-vous. Moi, je préfère ça, mais il y a des gens qui s'accrochent jusqu'au dernier moment où ils sont au fond de la gadoue. Je dis non, que c'est conseil juridique ou bien c'est les amis qui ont dit non, défends-toi. Non, lui, il a été honnête. Il dit je me retire. Maintenant, il a démissionné, on va le remplacer. Il va régler ses comptes avec les hommes des médias, mais avec ses adversaires qui se trouvent dans l'ombre. Donc, chacun dans cette vie doit pouvoir répondre des actes qu'il aurait posés à un moment donné. Les nouveaux médias, c'est puissant, Adrien. Attention à la biopolitique, hein. Justement, à biopolitique, voilà, c'est une preuve de ce qu'ils doivent beaucoup faire attention. Parce que, oui,
Parce que très rapidement, on envoie l'information, c'est-à-dire par ces canaux-là, c'est dans le monde entier. Là. Mais si on doit mettre à que c'est du fake news. Oui, mais c'est déjà parti. Vous comprenez bien que lorsque l'information part, ah là là, c'est pas évident que si le matin, c'est 50 000 personnes qui l'ont déjà appris, bon, lorsque le journaliste revient encore sur cette information, vous dites que c'est du fake news, à peine 50 personnes. Mais c'est la première information retenue qui est gardée. Bon, le temps pour vous, après, de vous débattre, tel un diable dans le bénitier, pour essayer de vous justifier. Mais parfois, il est trop tard. Parce qu'il y a des dommages collatéraux que ces fake news ou ces fausses informations ou fausses alertes causent également. C'est bon, on dit félicitations à ce ministre-là. On demande que beaucoup suivent son exemple sur le continent et dans le monde. C'est ça. Affirmatif. Il faut le faire. L'Afrique en a besoin. Voilà. Nous sommes maintenant en Côte d'Ivoire avec Afid Guessan qui parle à Simone. Il dit exactement ceci. Ce parti existe, tu ne peux pas l'abandonner, c'est là que se trouve ta place. Il faut que nous puissions trouver ensemble les accommodements nécessaires pour rester ensemble et pour poursuivre ensemble le combat pour la liberté et pour la démocratie, ainsi que la renaissance de la Côte d'Ivoire. C'est à vous. Mais nous avons Simone. Mais nous avons déjà dit sur ce plateau que le départ de Gbagbo de FPI va engendrer une hémorragie. Et Afid Guessan est en train de faire le joli cœur à Simone, parce que si Simone suit Laurent Gbagbo, c'est que c'est fini, c'en est fini de FPI. Donc aujourd'hui, tout rentre but, il est venu à la face du monde pour... C'est une supplication. C'est une supplication parce qu'il sait que derrière Simone, il y a encore du monde, mais dès que Simone va quitter ce parti-là, il vaudrait mieux aller au niveau du ministère de l'Intérieur et désenregistrer ce parti-là. Donc aujourd'hui, il sait qu'il reconnaît, parce que de tout le temps, mais ils ne se sont pas fait cadeau. Hein? Et Afid Guessan n'a jamais voulu, parce qu'il y avait le Dauphinat, après le départ de Gbagbo, qui allait remplacer Gbagbo. Donc il y avait une guerre ouverte entre Afid Guessan et Simone Gbagbo. Aujourd'hui, qui dit qu'il est prêt à des concessions? Oh, quelles concessions? Ça, c'est des concessions. Simone vient prendre ma place. Non, c'est les hommes, c'est la concession des hommes politiques. Il ne faut jamais y croire. Dès qu'il obtiendra ce qu'il voudrait, il va encore créer des problèmes à Simone. Et Simone va peut-être regretter d'être resté avec lui. Nous sommes sur un terrain politique. Simone, à elle de choisir. Est-ce qu'elle va rejoindre Laurent ou bien elle va rester avec Pascal Afid Guessan? Parce que si elle s'en va effectivement du FPI, Gbagbo est déjà parti avec un bon nombre de militants. Le petit nombre qui reste est encore accroché à Simone Gbagbo. Si Simone Gbagbo s'en va, c'est que FPI a du FPI. Et là, quoi il s'appelle, Afid Guessan n'aura plus de légitimité. Il est à la recherche de légitimité. Il est à la recherche d'une image. Parce que lui, tout le temps, il s'accroche. Il n'a fait que FPI. Aujourd'hui, si FPI s'en va, va-t-il rejoindre les fouettistes? Non, je ne crois pas. Il sera obligé de se rallier à nouveau à Gbagbo, mais là, il ne serait pas le bienvenu. Que dites-vous de la démarche d'Afid Guessan, Adrien? Oh, je ne veux pas croire que c'est de l'eau versée sur le dos du canard. C'est vrai que entre Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo, bon... Ça ne va plus fort. Ça ne va plus fort. Pour les affaires de cœur. Oui, pour les affaires de cœur. Mais là également, il faut s'interroger sur la destination de Simone Gbagbo au cas où elle botterait en touche par rapport à l'appel ou à la cour que lui fait Afid Guessan. Parce que ce n'est pas certain, effectivement, qu'elle accepte cette offre-là. Pourquoi? Que lui fait Afid Guessan. Non, c'est pour racoler les morceaux, c'est pour sauver les meubles, comme qui dirait. Pardon, oui, même si la cofondatrice, elle a conscience de ce que, avec le départ de Laurent Gbagbo, le parti est déjà fragilisé. Donc, même si elle restait, mais ce n'est pas certain que l'autre accepte qu'elle devienne président du FPI. Et devenir président du FPI, par ces temps qui courent, je puis dire que c'est un cadeau empoisonné. Donc, nous attendons avec impatience de connaître ou d'en savoir davantage par rapport à la posture qui sera celle de Simone Gbagbo. Parce que là, elle se pose bien des questions. Faut-il aller avec Laurent Gbagbo dans le tout nouveau parti qui sera créé, si tout va bien, en octobre ou bien à la fin de l'année? Ou faut-il rester ou demeurer FPI? Mais la probabilité est forte qu'elle n'entende pas l'appel que Afid Guessan est en train de lui faire. Il paraît que quand Gbagbo lui fait de la cour, vous faites partie du comité qui va réfléchir à ce nouveau parti-là. Qu'est-ce que Afid Guessan lui propose? Rien.
Je n'ai pas entendu Afin Guessan le faire des concessions. Tu veux venir prendre la présidence. Ça ne veut rien. Afin Guessan ne laissera jamais la présidence à Simon Gbagbo. Attention, Afin Guessan aussi, il veut se faire appeler homme politique. Donc aujourd'hui, il faut proposer. Qu'est-ce qu'il propose aux gens? Il ne propose rien. Il lui dit seulement, viens, tout le monde sait, c'est l'homme qui fait la quoi à une femme. Et dès qu'il a ce qu'il veut de vous, il vous oublie. Aujourd'hui, Simon a besoin de réfléchir à son avenir politique. Faut-il rester dans le FPI? Dois-je suivre Laurent Gbagbo pour avoir encore une visibilité politique? Si je reste avec Afin Guessan, quelle est la cote de popularité aujourd'hui de Afin Guessan sur le circuit national ivoirien? C'est ça qu'il faut mesurer. Parce qu'il ne faut pas suivre Afin Guessan pour le suivre. Si Simon reste avec, elle va gagner quoi? Est-ce que ce n'est pas encore le début d'une guerre? Est-ce qu'on ne va pas utiliser par la suite Simone Gbagbo pour vouloir chercher à abattre Laurent Gbagbo? Il faut qu'elle réfléchisse. En tant que femme politique, elle doit s'arranger pour voir elle-même qu'est-ce qui l'arrange, qu'est-ce qui lui permettra d'avoir un avenir politique. Parce que la période de la CPI, la période des condamnations est passée. Il faut qu'elle se donne une nouvelle virginité politique. Donc à elle de choisir. Je crois que Afin Guessan, pour donner le bon exemple, qu'il démissionne et qu'il demande à Simon Gbagbo de venir occuper sa place, c'est plus simple. Afin Guessan, c'est fini, c'est ça? À suivre Moïse? C'est pas exclu. Mais attention, en Afrique, il y a certains hommes politiques qui sont des spécialistes du retournement de veste. En cela que lorsqu'il constatera que la cause est perdue, bon, ce n'est pas exclu non plus qu'il tienne ou veuille se jeter dans les bras d'Alassane Dramane Ouattara. Il va oser? Ah, mais quand même. On est en politique, rien n'interdit. Rien n'interdit, il ne faut jurer de rien non plus. Ah oui, c'est pas exclu. Il lui faut quand même, si tant qu'il tient à demeurer dans l'arène politique, ah là là, il faut bien qu'il s'accroche à un dinosaure de la classe politique ivoirienne. Et parmi les 3 dinosaures là, Gbagbo exclu. Bon, il y a Henri Konan Bédié, ce n'est pas certain. Parce qu'il y a déjà assez de lieutenants autour de Henri Konan Bédié. Bon, avec Alassane Dramane Ouattara, on ne sait jamais s'il y avait une ouverture. Vous rappelez-vous que nous avions eu un ministre de la Réconciliation qui a rompu les amades avec l'opposition il y a quelques mois et on l'a nommé ministre de la Réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc, tout est possible, surtout avec nos hommes politiques qui parfois n'ont pas de conviction, qui ravalent leur vomissure. Il en est un? Oh, nous attendons de voir parce qu'il est complètement fragilisé. Il est complètement fragilisé. Je ne veux pas dire qu'il est descendu de son piédestal, comme certains l'ont dit quelque part d'Afrique de l'Ouest. Mais il faut constater qu'avec ce qui se joue là en Côte d'Ivoire et ce qui se trame là, Afin Guessan est en train d'être fragilisé sur le plan politique. De s'occuper de ses petits-fils tranquillement, c'est ça, Moïse? Oui, la politique ne l'aime pas. La politique a divorcé d'avec lui depuis des lustres. Il faut qu'il s'en rende compte. S'il veut toujours jouir de la politique, Adrien l'a bien dit, qu'il aille vers Ado, Alassane Dramane Ouattara, qui va lui trouver un poste tranquillement pour préparer ses vieux jours. Parce que ça se fait. Oui, ça se fait. Sous notre tropique. En Afrique, c'est aussi facile. Les gens, ils n'ont plus honte de ça. Parce qu'il y a des gens qui ne vivent que de la politique, qui n'ont fait que de la politique. Ils n'ont rien appris. Ils n'ont rien appris. Non, ils ont déjà avalé leur diplôme depuis. Mais je dis à Afin Guessan, il ne peut plus faire le combat politique parce qu'il a déjà trahi, la mission première du FPI. Il n'a pas pu mener le combat en l'absence de Gbagbo. Il a corrompu les messes au niveau de ce parti-là aujourd'hui. Moi, je dis qu'il fasse comme le ministre malgache qu'on a dit tantôt, qu'il démissionne, qu'il dépose les armes, qu'il dit bon, je ne peux plus combattre, alors je vais me reposer. Et là, on va lui envoyer ses petits-fils. Il va s'en occuper allègrement. On lui souhaite précocement, c'est ça? Oui, bonne retraite politique. Bonne retraite. Voilà. Et nous passons à côté, nous sommes au Mali, avec la CEDEAO qui interpelle Goïta. J'attends que ces autorités judiciaires se prononcent très vite et j'attends également que la Cour de justice de la CEDEAO, qui, en principe, doit recevoir une suite de l'État du Mali à la fin de ce mois, se prononce également sur ce qui concerne les mesures urgentes qui ont été faites. C'est M. Mamadou Konaté, avocat de Bandao et Mokhtar qui parle à Adrien. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. La CEDEAO aurait pu réagir bien avant. Et au-delà même, c'est au moment où il y a eu le sommet extraordinaire d'Accra auquel a pris part, ou auquel a été invité Assimi Goïta. C'est en ce moment-là déjà qu'il fallait
lui imposer de ne pas mener la vie dure à l'ex-président, à l'ex-premier ministre. Une fois de retour, mais bon, s'il l'avait fait, je pense que ça devrait faire partie des clauses. Vous comprenez bien, donc apparemment, ça n'a pas été fait ou ça a été banalisé. C'est pas leur préoccupation. Bon, ça n'a pas été peut-être leur préoccupation, ou les conseils techniques ne leur ont pas fait voir cet aspect des choses-là. Parce que le réflexe devait commander qu'ils insistent sur ça au moment où Assimi Goïta était dans la capitale ghanéenne, Accra précisément, pour ce sommet extraordinaire-là, parce qu'il y a un problème. Et ils ont su très tôt que les deux là ont été débarqués par Assimi Goïta et ses lieutenants, donc qui a un plan à ce niveau. Quand même, c'est la moindre des choses à faire, c'est de lui enjoindre de ne pas quand même envoyer les autres en prison ou en résidence surveillée. Et ça ne fait que durer là. Donc mieux vaut tard que jamais, vivant que Assimi Goïta entende raison et fasse libérer l'ancien président et l'ancien premier ministre. La CEDEAO est mise devant ces responsabilités-là. Quelle responsabilité? La CEDEAO n'a aucune responsabilité. C'est des copains qui se retrouvent et qui ne disent pas la vérité. On aurait pu, comme l'a rappelé Adrien, dès le départ, on s'est retrouvé à Accra, il est là devant tout le monde. C'est une sommation qu'on lui donne. C'est une sommation. Quelqu'un qui a pris le pouvoir, qui bientôt doit finir, n'a même pas pu régler les problèmes de son pays, n'a même pas pu redonner espoir aux Maliens. Ils ont voulu demander de faire un point. Non, c'est fait, il a échoué. J'ai dit, la CEDEAO, malheureusement, n'arrive pas à régler les problèmes sur le continent. C'est toujours un réveil tardif, On devait être en amont. Dès qu'il y a eu coup d'État, vous devez déjà demander au président, à Assimi Goïta et à sa bande, excusez l'expression, les anciens, vous ne touchez pas. Vous nous les remettez. On peut les remettre aux responsables de la CEDEAO qui vont leur trouver un pays où on va les dire. Mais on vous laisse le gars, on ne sait même pas comment on les traite. Et maintenant, vous donnez sommation. Non, on ne donne pas de sommation. 28, c'est dans quelques jours là. Oui, on ne donne pas de sommation à des militaires. Il ne fera rien. Dans l'émission précédente, on a parlé d'Assimi Goïta, lui s'en fout. Les militaires, ils n'ont pas préparé la gestion du pouvoir et ils estiment que libérer ces deux-là va constituer pour eux un handicap. Parce que les deux, dans l'ombre, peuvent encore créer des ennuis. Donc, on préfère les garder. Là, c'est bien, on n'a rien à dire. Moi, quand j'observe un peu cette communauté-là, dites-moi dans quel pays ils ont pu régler un problème. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas la dissoudre. Mais oui, quelqu'un a parlé de machin, De Gaulle a parlé de machin. Moi, j'ai dit, mais c'est CEDEAO, ça règle. Dites-moi quel problème un pays de la CEDEAO a eu et puis la CEDEAO a réglé. Parfois, dans les pays, il y a eu élection dans des pays de la CEDEAO allait blanc comme neige, alors que les opposants de ce pays disent ça n'a pas bien passé. La CEDEAO envoie ses émissaires, rapport, tout est nickel. Donc, on voulait que plus personne ne croit. La CEDEAO elle-même sait qu'en donnant les aides à Assimi Goïta, elle n'aura pas gain de cause. Le reste, ce sont des formalités qu'on a. Une institution à mépris. Oui. Est-ce que cette institution elle-même se respecte? Parce que si on doit vous respecter, vous devez donner l'image de quelqu'un qui maîtrise les choses. À Accra, vous avez l'opportunité de l'interpeller, de taper du poing sur la table, de lui donner des directives. Vous laissez le gars quitter, il rentre chez lui maintenant, vous envoyez des sinon c'est de la plaisanterie. Mais nos chefs d'État, chefs de la sous-région, ils ignorent, ils oublient peut-être que ça pourra leur arriver. Justement, ça n'arrive pas. Pour être à la place d'Indao un jour. Justement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et il se trouvera qui pour aller voler le sortir du cul-de-sac. Non, Moïse fait bien d'insister. Je suis embarrassé. La CEDEAO avait quand même de beaux rôles à jouer au niveau de la sous-région, sur le plan économique et sur le plan socio-politique. Bon, si sur le plan économique, tant bien que mal, on peut avoir quelques résultats au tableau, mais sur le plan socio-politique, c'est un échec total, lamentable. Oui, parce que ce à quoi les Africains, les pays membres, les compatriotes ou les Africains, dont les pays sont membres de la CEDEAO, les spectacles auxquels ils assistent souvent, ce sont des vilains et fameux spectacles à l'occasion des élections. À l'occasion des élections où, bon, on redoute les pires violences qui soient, et bon, on s'empresse de dépêcher des missions, et puis à la fin, bon, le circulaire, il n'a rien à dire, bon, les chefs d'État organisent les élections comme ils l'entendent, ah oui, et puis bon, la CEDEAO fait des suggestions,
bon, qui ne sont pas suivis ou des recommandations, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Bon, à part quelques rares exemples, en Gambie où, quand même, au moment où le Béninois, là, perd son âme, Alain Marcel de Souza était président de la commission. La CEDEAO, au moins là, il y a eu l'élection présidentielle, quand même, il a pu quand même faire sortir d'affaires les Gambiens au moment où Yahya Jammeh a voulu encore une fois voler l'élection. Vous comprenez bien, bon, à part ces quelques rares exemples, je ne pense pas. Parce que ce qu'attendent les compatriotes ou les habitants ou les populations ou les peuples de ces pays membres de la CEDEAO, c'est que quand il y a ces genres de situations, lorsque la CEDEAO envoie des missions, des expertises ou des délégations, à la fin de leur mission, il faut que ces peuples-là soient rassurés de ce que véritablement ils ont une institution régionale ou sous-régionale à même de les aider à sortir de l'impasse, surtout sur le plan sociopolitique. Mais c'est la mort dans l'âme et la gorge nouée d'amertume que ces populations-là constatent que la CEDEAO n'arrive pas à les aider à régler ces problèmes-là. L'avocat compte également sur la justice malienne. Il tape sur tous les bords. Non, moi, dans les pays francophones, on a toujours constaté sur ce plateau, la justice... Et aux ordres, c'est ça? En pays francophones. Partout. Et par rapport aux pays anglophones, vous avez vu, les gens, c'est autrement. Là, c'est autre chose à faire. On parle de la... Mais pas de la justice interne maintenant, c'est justice malienne. Non, mais la justice va faire quoi par rapport à Goïta? Non. Si nous disons chaque fois que... Goïta tient la justice, vous voulez dire? Il tient le pays. Il tient le pays. Tout le monde tient tout le monde. Qui va lui résister? Si tu tiens à ta vie, ne lui résiste pas. Moi, je dis, la CEDEAO a échoué. On dit libre circulation des personnes et des biens. Vous quittez pays X pour pays Y. On va vous escroquer tout le long du chemin jusqu'à destination. Et ça, c'est dans la CEDEAO. Pourtant, vous avez tous vos papiers à jour. On appelle de libre circulation des personnes et des biens. On a besoin de ça. La CEDEAO on doit repenser cette structure-là. Parce que cette structure doit pouvoir donner de l'espoir aux Africains. Là où, au niveau local, les gens ont échoué, la CEDEAO doit pouvoir venir. Dès qu'on entend parler de CEDEAO, on doit pouvoir trembler. Mais aujourd'hui, les présidents, ça ne leur dit rien. Oh, nous sommes des copains, nous sommes tous des copains. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? On sait comment chacun d'eux chaque président de la CEDEAO a été élu et qui va donner des ordres à qui. Non, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'exemple. Donc, ça fait que, bon, n'importe qui se fout de la décision de la CEDEAO. Il a rappelé, à part ce que le Béninois a fait. Vous allez voir dans les pays, on sort, on prend des communiqués, on a vu des actions sur le terrain, mais on ne met pas ça dans le rapport. Et toute une communauté valide. Donc les pays ressortissants, les citoyens ressortissants de cette communauté-là n'y croient plus. Et je ne vois pas Assimi Goïta, on sera là, il ne va rien faire. La CEDEAO ne pourra même pas lever le petit doigt. Parce que il les connaît tous. Et il sait comment chacun de ces présidents-là a accédé au pouvoir. Il connaît leurs points faibles et leurs points forts. Donc, il ne va pas obéir tranquillement. La preuve, depuis qu'il est là, il n'a pas fait le bonheur des Maliens. Le djihadisme avance. La CEDEAO n'a jamais rien dit. Ce n'est pas maintenant qu'on va penser à Ndao. C'est pas normal. S'il était déjà mort. Alors que dès que le coup d'État a été fait, vous devez lui dire, donne-nous l'assurance que ces deux-là, ils vivent, il faut nous les envoyer, nous on va leur trouver un pays de destination. On a attendu des mois après, on se réveille d'un profond sommeil. Je dis, si les Africains pouvaient faire la révolution de changer cette communauté-là, je crois qu'on vivrait mieux dans cette communauté-là. Adrien, comment la CEDEAO a-t-elle pu atteindre ce seuil de nullité? Oui, c'est de compromission en compromission. Je ne dirais pas de compromis. C'est de compromission en compromission. Parce qu'en fait, qui sont ceux-là qui sont chargés de rendre influente la CEDEAO? Ce sont les chefs d'État des pays membres. En cela, justement, que lorsqu'une situation advient, quel que soit le plan sur lequel il advient, les chefs d'État se réunissent pour apprécier les rapports des experts ou des différentes commissions de la CEDEAO. Il leur vient d'entériner ou de ne pas entériner. Il leur vient d'analyser avant de prendre des décisions. Mais il se fait que des décisions hardies ne sont pas prises souvent lorsqu'il s'agit des dossiers à caractère politique. En ce sens que parfois mal élus, en ce sens que parfois conscient de ce que des réélections, des troisièmes mandats, des quatrièmes, des énièmes mandats n'ont pas été bien négociés selon les règles de l'art et selon les propres constitutions de ces pays-là.
ils sont forcément compromis. Ils ne pourront pas alors enjoindre à l'autre père, à l'autre chef d'État, toi va faire ceci. Mais médecin, guéris-toi toi-même. Il faut que tu balayes d'abord devant ta porte avant que de demander à l'autre d'aller le faire. En fait, c'est ça. Parce que, quelles que soient les commissions, sans la décision des chefs d'État au sommet, on ne pourra pas appliquer. Vous comprenez bien? Oui. Bon, le président nigérien Buhari, au moment où ça se susurrait que dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, des troisièmes mandats étaient dans les tuyaux, bon, il a commencé par ruer dans le bancard pour dire que, bon, au besoin, si on ne sait pas faire, l'armée de la CEDEAO, bon, des unités de la CEDEAO pourraient aller déloger ceux-là, mais non, il ne fera pas grand-chose. Parce que tous, ils n'ont pas le même point de vue, ils n'ont pas les mêmes visions, les mêmes objectifs. Vous aurez compris que, à décrypter les choses convenablement, cette CEDEAO demeurera impuissante. À moins que les chefs d'État, dans un sursaut d'orgueil, se réveillent, se disent finalement, il faut faire vivre cette institution-là. Parce qu'en fait, c'est lorsqu'on aura réussi à faire jouer à la CEDEAO son rôle sur le plan socio-politique et surtout politique que cela aura d'impact sur les autres plans. Vous trouvez dans la colonne des chefs d'État 2, 3 figures qui peuvent faire ça, faire renaître la CEDEAO? Il n'y en a pas. Celui qui pouvait faire, c'était Ouattara. On a vu ce qu'il a fait, ce qu'il fait en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas donner de leçons à Goïta. Jamais. C'est ça que Adrien évoquait. Vous n'êtes pas des modèles dont vous ne pouvez pas corriger les autres quand ils sont en faute. Corrigez-vous vous-même d'abord. C'est clair. Dans la communauté, quand même, la Côte d'Ivoire avait une place de choix. Depuis, on a connu la CEDEAO avec les Mfouet. Oui. Quand Mfouet se déplaçait pour aller dans ce pays, mais ça se calmait tranquillement. Il n'y a plus de figures emblématiques. C'est dans la cour des copains, tout le monde joue donc, tout le monde se connaît, tout le monde se tacle, et personne ne peut prendre la. J'ai dit, il faut une nouvelle génération de chefs d'État pour redonner le blason de la CEDEAO. Une nouvelle génération de chefs d'État. Ceux qui sont là, ils ont déçu. Ils ont déjà montré leurs limites. Mais chez toi, tu n'arrives pas à parler de droits de l'homme, des libertés fondamentales, et tu vas dire à l'autre, respecte ça. Non, c'est pas possible. Il t'a vu faire l'éducation par l'exemple. Donc il dit non, vous n'avez pas de leçon à me donner. C'est pourquoi quand il était en face d'eux à Accra, ils n'ont pas eu le toupet de lui faire des reproches. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Donc, ils ont peur. Et maintenant, quand il est rentré chez lui, n'importe quoi, comme dirait l'autre. Je crois qu'il faut que les Africains se réveillent. Les Africains, par rapport à certaines mesures. On a dit communauté économique. Et pourtant, l'économie dans la zone, ça ne circule pas. N'importe qui se lève, il fait ce qu'il veut. Personne ne tape du poing sur la table. Nous, on a besoin, nous, les pays membres, les citoyens membres de la CEDEAO, on a besoin de circuler librement, on a besoin de faire les affaires. Ce n'est pas encore effectif. C'est pas encore effectif, non. Quand vous traversez un pays francophone vers un pays anglophone, mais ce qu'on vous fait vivre, bien que vous ayez tous vos papiers, ou si vous n'êtes pas d'accord, retournez tranquillement chez vous, allez dormir. On dit, ça se passe comme ça chez vous, mais chez les autres, c'est pas comme ça. Vous voulez rentrer chez l'autre, vous respectez les mesures qui vous imposent. Si vous n'êtes pas d'accord, vous retournez chez vous. Et pourtant, nous avons la CEDEAO qui nous a tout le temps chanté libre circulation des personnes et des biens. C'est pas possible. Pauvre CEDEAO. Pauvre CEDEAO. Nous passons au Kenya, où la justice déclare le processus de révision constitutionnelle illégal. Je suis avec vous, Moïse. Le président n'a pas le pouvoir d'initier des modifications de la Constitution. Ce projet de réforme des institutions nationales est illégal, inconstitutionnel et donc nul et non avenu. Et le président Kenyatta pourrait être poursuivi s'il le soumettait à un référendum. Eh oui, Kenyatta viole la Constitution de son pays et la Cour dit stop. Ah ouais, ça c'est le pays anglophone. Les pays anglophones vont toujours me séduire. Vous n'allez jamais voir ça dans un pays francophone en Afrique. Jamais. Au contraire, la haute cour, ou bien la cour constitutionnelle, ou je ne sais quelle cour, au contraire, va valider ça. Et ça va passer. Va trouver des formules pour le faire. Ça va passer comme il est à la poste et le Parlement va entériner ça. Personne. Ouais, les 5 juges ont dit niet, c'est pas possible. Que si le président continue, on va le poursuivre. Alors que la présidentielle, c'est pour l'année prochaine. Et le président veut déjà tripatouiller. Mais lui-même sait que c'est interdit. Mais les autres qui l'ont fait savent que c'est comme ça. Vous voyez, il a peut-être vu faire. Il dit, oui. Et si j'essayais? Il veut tricher les francophones. Il veut tricher les francophones. Parce que chez les francophones, au claquement de doigts, au Parlement, ça marche, tranquillement. Donc il a voulu faire, mais l'ONU a dit stop. La Constitution ne te donne pas le droit
de le faire. Si tu le fais, tu seras poursuivi. L'affaire est réglée. Donc je dis, il faut que les pays francophones prennent exemple. Parce qu'au cours de cette émission, on a toujours eu les bons exemples des pays anglophones. Ça veut dire que le colon, à ce niveau-là, a fait un travail, il a démystifié. Dès que tu m'as nommé, je suis convaincu que ces juges ont été nommés par le président de la République. Mais il dit, dès que tu m'as nommé, je ne te connais plus. Je fais mon boulot. Je fais le travail pour lequel tu m'as nommé. Et je voudrais bien que les institutions chargées de contrôler la gestion, la gouvernance dans les États francophones prennent exemple sur les pays anglophones. On a vu au Ghana, les gens ont marché parce que la vie est chère. On a vu en Afrique du Sud, où les gens ont réglé le compte avec Zuma. On a vu dans d'autres pays anglophones, on dit non, ça ne se passe pas comme ça. Je voudrais que dans les pays francophones, qu'on arrive à dire non. Si dans les pays francophones, on avait dit non, Ouattara ne ferait pas un troisième mandat. Ailleurs, les gens n'allaient pas trépâter les constitutions. Ailleurs, les gens n'allaient pas s'éterniser au pouvoir. Il faut que les pays francophones prennent l'exemple sur cette cour-là. À l'expérience, il dit que le président Kenya est très fort et il va falloir réviser les textes. C'est ce qu'il lance là. C'est à croire que Kenyatta a oublié tout ce qui s'est passé, le drame qui s'est joué à l'occasion de cette élection, à l'issue de laquelle il a été réélu. Il a été élu dans des conditions pas possibles. Mais même avant sa réélection, la Cour suprême avait fait invalider l'élection. Mais, sacré cour, hein? Justement, c'est ça parce que ce sont ces cours-là et les parlements des pays qui permettent véritablement de faire exercer la démocratie. C'est ça le pouvoir. Ce sont les gardiens du temple. Les gardiens du temple. Et les gens le montrent si bien. Même si disposant de la majorité au Parlement, il retournait au Parlement. Et qu'on envoyait, mais cette cour-là va casser. Ce n'est pas, comme on le dit dans d'autres pays, notre cour va casser, la cour va casser. Mais non. Oui, en leur âme et conscience, les membres de cette cour kenyane-là savent bien qu'il ne leur revient pas de faire capoter le processus démocratique ou le vivre ensemble. Après avoir pris le vivre ensemble, j'allais dire, après quelques espèces sonnantes et trébuchantes ou pour des privilèges éphémères, dira-t-on. Donc, ils ont compris ce pourquoi ils sont là, membres de cette institution-là. Donc, et ils sont certains que même en renvoyant l'audition au Parlement, parce que c'est parce qu'il a vu faire, Moïse l'a rappelé tantôt. Il a vu que dans d'autres pays ça a marché. On a trouvé le filon. Allez, il faut essayer ça, il faut tenter cela. Mais là, il doit bien pouvoir s'en mordre les doigts. Parce qu'en fait, il voit venir déjà la prochaine échéance présidentielle. Et c'est le détour qui lui permettra peut-être de réviser pour remettre le compteur à zéro ou pour avoir un autre mandat. Parce que là également, il a conscience de ce que, après il va quitter le pouvoir, il répondra de certains actes, en fait. Parce que par rapport aux élections qu'il y a eu, pour qu'il soit le président de la République, il y avait également trop de morts. Vous comprenez bien, trop d'actes de violence. Et c'est-à-dire que si l'opposition venait à arracher le pouvoir au terme d'une prochaine élection, il aura effectivement à répondre devant la justice. Donc, il veut déjà se ménager les portes de sortie qui lui permettront de dribbler ceux-là, les adversaires politiques. Mais ce n'est pas encore le moment. Vivement que ces membres de la Cour la tiennent bon, parce que c'est le président de la République présentement, vivement que cela tienne bon pour lui montrer que là, au Kenya, là, ça se respecte, les lois. Même le vice-président, son vice-président le désavoue, Moïse. Mais oui, vous savez, accepter cette révision, ce processus de révision, c'est tuer toute ambition politique du vice-président. Mais il est appelé aussi à être président un jour. Donc il ne permettra pas que l'autre constitue pour lui un handicap. Voilà des hommes politiques. Voilà. Mais il devait promouvoir son vice, non? Ah non. Kenyatta? Il devrait, vous l'avez dit, il devrait. Oui. Est-ce qu'il a la certitude que le vice-président va assurer ses arrières? Suivez mon regard en Angola. Est-ce qu'il a la certitude que s'il positionne le vice-président après son départ, il ne va pas fouiller dans les poubelles pour lui créer des problèmes? Lui, il veut s'assurer une sortie, une retraite politique paisible. Il veut peut-être qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Il veut se donner encore les chances de rester aux affaires. Mais je dis bravo à ces juges. Ouais, dans ces pays-là, on ne vous choisit pas pour vos affinités politiques. On vous choisit parce que vous êtes compétent, parce que vous avez les aptitudes pour jouer la mission. Donc, je voudrais que, malheureusement,
les chefs d'État des pays francophones, les hommes politiques des pays francophones, les intellectuels des pays francophones ne prennent jamais exemple. Vous voyez quelqu'un, peut-être qu'on a tenté de les corrompre, mais ils ont résisté à la corruption. Ils ont dit, niet, nous sommes là pour défendre la République. Nous ne sommes pas au service d'un homme, mais nous sommes au service d'une République. Et le Premier ministre, le vice-président aussi, c'est qu'il est au service d'une République. Chacun a peur que demain, devant l'histoire, il ne réponde de ces actes. Et c'est pourquoi le président kenyan, il veut tripatouiller, il veut modifier la Constitution, parce que quand vous êtes resté au pouvoir, vous avez posé de mauvais actes, votre conscience commence par vous créer des problèmes. Mais j'irai bien pour être tranquille, Moïse. Non, mais vous savez, parfois, ils vont là-bas avec de très belles idées, ils promettent monts et merveilles. Quand je serai au pouvoir, je ferai votre bonheur. Et quand on découvre la succulence du pouvoir, on n'a plus envie de quitter. C'est comme un bonbon que vous tendez à un enfant. Au départ, il refuse, mais dès qu'il commence par sucer le bonbon, on voit que le bonbon, il veut sucer jusqu'à la tige. Et parfois, même manger la tige. C'est comme ça, les présidents africains dans les pays francophones. Eh oui, même le peuple n'est pas d'accord. À commencer par Odinga, que Kenyatta est soupçonné de positionner, dit je ne suis pas d'accord. Oui, parce que là, non, ce serait un cadre empoisonné, même s'il positionnait, parce que ce même Odinga, on l'a trop combattu. Mais pourquoi subitement et subrepticement, on tient... Non, en fait, peut-être que c'est un ballon d'essai pour lui faire avaler les couleuvres également, encore une fois. Non. Il est assez mûr pour comprendre les réalités. Tout simplement, ce sont des indices qui ne rassurent pas le jeune Kenyatta. Vous comprenez bien, par rapport à la prochaine élection présidentielle. Donc, certainement qu'il lui faut revenir à la raison. Et revenir à la raison, c'est faire preuve de sagesse, de rengainer et de commencer par préparer son départ. Et le peuple dit ceci, il y a bien, nous, le peuple, sommes les seuls maîtres du Congrès et des tribunaux. Non à la révision de la Constitution, oui à la destitution des hommes qui pervertissent la Constitution. La justice a statué. Et le peuple, cet extrait aura résumé la substance de la position du peuple, de la vie du peuple. Parce que nous l'avons souvent dit, souveraineté, ne cesseront de le marteler, elle n'appartient qu'au peuple. Elle n'appartient qu'au peuple. On me lit président de la République, on vous dit le président de la République, on lit Moïse président de la République. Non, souveraineté déléguée, vous avez. C'est le peuple qui est le seul maître à bord. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez avoir écrit noir sur blanc une constitution. À un moment donné, le peuple peut vous dire, marquons une halte. Ça là, n'en voulons plus. Le peuple doit pouvoir être souverain à travers son Parlement. Parce qu'on dit que le Parlement siège les représentants du peuple. Mais il se fait que bizarrement, dans certains pays, on fait la cour au peuple une fois qu'ils sont élus. Ils se disent non, qu'ils n'ont rien à faire avec le peuple, attendant l'échéance d'un nouveau mandat pour qu'on ne pas faire la cour au peuple. Mais non, à un moment donné, le peuple doit pouvoir même interpeller ces représentants-là par rapport à ce qui se fait, surtout relativement à l'application des textes et lois dans la République ou des situations fâcheuses qui compromettent ou qui sont en passe de compromettre le vivre ensemble. Mais finalement, on constate avec amertume qu'une fois élus, ces députés-là et ces chefs d'État-là veulent seulement faire passer ce qu'ils tiennent à faire passer. L'essentiel est qu'ils atteignent leurs objectifs. Kenyatta compte faire appel. Il tient bon. Oui, il n'a qu'à faire appel. Le peuple souverain, le peuple qui lui a délégué une partie de son pouvoir, réclame son pouvoir. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire parce que, vous voyez, le peuple a averti. S'il va loin, le peuple agira. Oui. Et ça peut l'emporter. Dans la paix comme dans la violence. Une fois que vous avez échoué, il n'a qu'à interjeter appel. Et l'échec sera encore davantage plus cuisant. C'est un peuple, ça. Mais c'est ça, c'est un peuple debout. Et les responsables doivent savoir qu'ils ne dirigent pas délégation. Ils dirigent, le peuple a voulu leur confier une partie, pas la totalité de son pouvoir. Oui. Mais dès que le peuple constate que vous abusez de ce pouvoir qui vous a donné, le peuple dit attention, je te reprends cette responsabilité que j'ai voulu volontairement te donner. Voilà des pays où les gens sont debout, les gens veillent au grain. On peut mourir de faim, mais on veut vivre en paix. Le vivre ensemble, c'est capital. Parce que enclencher le processus de la révision, c'est que vous mettez à mal le vivre ensemble. Parce qu'il y a des hommes politiques qui ont l'ambition de vous remplacer. Mais vous
vous passez par des subterfuges pour ne pas quitter le pouvoir. Et le peuple a dit, attention, je suis encore là. C'est moi qui vous ai mis là. Je peux me lever et vous retirer de là. Et tous ceux qui auraient posé de mauvais actes, ils vont répondre devant moi, le peuple. C'est ça. Donc, c'est la voix de la conscience de tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité. Le pouvoir n'est pas éternel. La responsabilité n'est pas éternelle. Quand vous avez échoué, quand vous ne pouvez plus accomplir le destin du peuple, faites comme ce ministre malgache là, dégager le plancher. Les députés, même les députés ne l'ont pas suivi, Kenyatta. Ah, il doit pouvoir comprendre qu'il est temps de voir le calice jusqu'à la lie, en ce sens que je le disais tantôt. Il faut une fois pour de bon. Les parlements, ça passe en Afrique, non? Tirer. Non, tous les parlements, quand même, ne sont pas des parlements, excusez-moi, Goudio, comme les hommes politiques eux-mêmes le disent parfois. Oui, il se fait que parfois, lorsqu'ils ont changé d'avis, ils ont changé de camp, vous les entendez dans des parlements, à l'occasion des débats parlementaires, dire au Bité-Torbi qu'ils ne sont pas des députés Goudio. Mais il leur a suffi. Ils le sont pourtant, c'est ça? Oui, ils le sont pourtant. Ils le sont pourtant. Parce qu'il leur a suffi qu'on leur propose des postes de ministre ou de directeur ou des postes importants de la République. C'est ça la vie. Oh là là, avec des valisettes d'argent. Oh, c'est même là qui reviennent. Ou de tout d'un point de presse, d'une conférence de presse ou d'une manifestation politique, ravalant leur vomissure pour vous dire que, oh là là, que c'est bon. Non, on n'avait pas compris ce que faisait le monsieur. Il faut le laisser travailler. C'est un âge, c'est un dieu. Oh, justement, encore que des demi-dieux peut-être. Et nous passons au Tchad, avec le décès de l'ancien président Hissène Habré. Moïse, monsieur Hissène Habré est décédé. C'est une bien triste nouvelle pour sa famille, pour beaucoup de Tchadiens, et nous compatissons à cette mort. Hissène Habré a dirigé le Tchad, même si on n'est pas partisan de la manière dont il a dirigé le Tchad, devant la mort, nous inclinons et reçoit des hommages quand même. Oui, et je crois que c'est la première étape. C'est la première étape devant une personnalité qui a dirigé pendant 8 ans l'État, qui a certainement fait le bonheur des uns et fait le malheur des autres. Il faut quand même lui rendre cet hommage. Et je suis d'accord. Mais ce que l'on oublie, parce que j'ai suivi un peu tout le monde, on voit le côté méchant de Hissène Habré. Mais dites à la face du monde que Hissène Habré a arraché le Tchad des griffes de Kadhafi. Dites ça. Ça, c'est une œuvre salutaire. Mais je n'ai entendu personne dire ça. On dit, oh, c'est un dictateur, il doit rendre compte. Non, il a quand même délivré son pays des griffes de Kadhafi qui avaient des visées expansionnistes sur le Tchad. Ça, là, disons-le clairement aux gens. Je dis, c'est normal, quand vous avez bien fait, quand vous avez été quand même premier responsable, on va faire le deuil. Même si on a des comptes à régler avec la famille de Hissène Habré, quand on veut mettre son côté pervers en exergue, faisons d'abord le deuil. C'est pour lui rendre hommage, pour avoir quand même dirigé le pays, même si c'est en main de maître. Il a fait, je suis d'accord qu'il a marqué l'histoire de l'Afrique. Il a marqué l'histoire du Tchad. Et aujourd'hui, nous tous, nous inclinons devant sa dépouille, même si les conditions de son décès ne sont pas encore clairement définies. Mais Hissène Habré, il a vécu, il a fait son temps, il a fait à un moment donné le bonheur des Tchadiens. Il restera toujours un ancien président du Tchad, du gouvernement. Non, nul ne peut l'effacer. Nul ne peut l'effacer. Vous comprenez bien mon embarras. C'est vrai. Qui que vous soyez, vous avez des honneurs finalement. Pardon? Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous avez des honneurs. Oh là là. À la fin. Bon, il y a des honneurs factices, comme il y a de véritables honneurs. C'est le cas? Ah bon, bien évidemment. C'est vrai que Hissène Habré a été auteur de hauts faits. Il en a. Salutaire pour le Tchad. Mais tout l'espoir suscité par sa prise de pouvoir en 1982, si je me trompe, parce qu'il a renversé Boukouni Wédé en son temps. Et puis, durant 8 ans, bon, c'est vrai que face à la mort d'un semblable, vous comprenez bien qu'il faille chercher les mots pour ne pas le crucifier, le tuer davantage. Hissène Habré, à un moment donné, l'espoir s'est effrité. L'espoir des Tchadiens, l'espoir que les Tchadiens ont placé en lui, s'est effrité. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec sa mort, bon, certains peignent tout le tableau en noir. Et Moïse fait bien de rappeler que non, il ne faut pas tout peindre en noir. Vous le faites en gris? Non, maintenant, moralité de l'histoire. Quelle que soit votre puissance aujourd'hui, souvenez-vous, rappelez-vous que demain, les choses peuvent changer. Et que le sort peut ne pas toujours être heureux. Et que
vous pouvez passer de vie à trépas également à tout moment. Et la crainte d'Allah ou de Dieu devrait pouvoir vous inspirer au moment où vous étiez puissant et fort pour ne pas malmener à un moment donné vos compatriotes, vos concitoyens, quelle que soit la situation. Parce que ce sera primordial. Parce qu'in fine, il faut bien qu'on retienne de vous que vous avez été tel dirigeant, tel président, tel ministre, tel directeur ou tel patron qui, au moment où vous étiez en plein dans l'exercice de vos fonctions, vous n'avez nullement méprisé l'autre, vous n'avez nullement œuvré pour que l'autre connaisse des situations ou des sorts malheureux. Donc, parce qu'aujourd'hui, si on doit faire un procès au découvert d'Hissène Habré, vous comprenez bien que les gens ne lui font pas de cadeau. Mais une fois qu'il est décédé, il faudrait bien que les gens... Comme ça, les dictateurs sont absous à leur mort. Non, vous savez, Moïse, quand vous avez été président de la République d'un pays, et que c'est à l'extérieur que vous mourrez, et vos obsèques auront lieu à l'extérieur, c'est déjà une honte pour vous. Un pays que vous avez eu à diriger de main de main, à votre destin, on ne peut même pas venir vous enterrer chez vous. Ça pose problème. C'est déjà suffisant. La nature se charge de vous régler vos comptes. Et c'est ce que la nature a fait. il n'y a pas de dommage pour vous dans votre pays. Non. On n'a qu'à faire ça à Dakar, là-bas, on n'a qu'à l'enterrer là-bas à Dakar. On dit si vous voulez, venez. Oui, si vous voulez, c'est comme ça. S'il avait été un bon président, les Tchadiens auraient réclamé ramener son corps. On va faire on va lui rendre des hommages nationaux. On va dire, mettez le drapeau en berne. On n'a rien de tout ça. Rien de tout ça, c'est ça. En fait, c'est la conclusion. Il faut faire attention. Quand le peuple vous a choisi, quand le peuple vous a donné le pouvoir de faire son bonheur, il faut le faire. Aucun peuple n'a jamais donné le pouvoir à un homme politique pour le brimer, pour le priver de ses intérêts. Et quand vous avez l'opportunité de rendre les gens heureux, rendez-les heureux. Les peuples ne demandent pas à être des milliardaires, ils ne demandent pas à rouler carrosse, ils ne demandent pas des belles caisses, ils veulent juste 2 ou 3 repas par jour, et ils vous collent la paix. Mais quand vous venez et que c'est difficilement que vos concitoyens arrivent à trouver un seul repas par semaine, vous voyez, c'est vrai, il a été condamné, il est mort là-bas, on dit qu'il serait allé choper la Covid-19 dans une clinique. Maintenant, c'est un peu, vous avez le contraste, quelqu'un meurt, un dictateur meurt, et puis on dit, il faut nous dire les conditions dans lesquelles il est décédé, que c'est pas à l'hôpital public qu'il a chopé le virus, il n'était pas malade. Ça préoccupe. Ça préoccupe. Alors que quand il brimait le peuple tchadien, ça n'a préoccupé personne. Personne. En réalité, c'est ça. Il faut que les Africains cessent d'être des hypocrites. Dites la vérité aux gens. Mais lui, déjà, il dit, la nature a réglé son compte parce que dans son pays, ça n'intéresse personne. Les Tchadiens sont occupés à gérer la gestion des militaires qui n'arrivent même pas à les rendre heureux. Donc lui, voilà un qui s'en est allé tranquillement. Quand le Tchad va lui pardonner, on pourra demander que ça, depuis les cendres ou bien, je ne sais pas, les ossements soient rapatriés vers le Tchad, mais il reste dans la mémoire collective des Tchadiens. Il a été un dictateur, il a renversé quelqu'un pour pouvoir proposer mieux aux Tchadiens, mais quand il est arrivé, il a avili davantage le peuple. Responsable africain, faites attention, Dieu vous voit, et la nature pouvait se charger de vous régler vos comptes si vous brûlez vos compatriotes. Ils disent, je peux mourir dehors comme Hissène Habré, alors laissez-moi faire ça. Non, chercher à ramener forcément Hissène Habré dans son Tchad natal pourrait être une patate chaude entre les mains de la junte actuelle. Vous savez bien que c'est le père de celui qui est maintenant aux affaires qui a chassé Hissène Habré de pouvoir. Vous comprenez bien, ça doit être compliqué, une patate chaude, parce que comme Moïse le soulignait tantôt, ils ont déjà d'autres préoccupations. Puis, on laisse Habré à son sort. Oui, bon, peut-être avec des conciliabules ou de petites pressions, on pourrait quand même décréter 2 jours de deuil. Bon, le drapeau. Vous suggérez ça? Non, il le mérite bien. Les pressions, dans les pouvoirs politiques. Oui, ils peuvent amener les dirigeants actuels. On leur dira quand même le minimum à faire. Faites semblant, mettez le drapeau en berne, quelques jours ou quelques heures de deuil. C'est ça. Et je le disais tantôt, moralité de l'histoire, bien se comporter face à son peuple lorsqu'on est aux affaires. Vous l'avez dit, dirigeant, soyez sage au pouvoir. C'est ça. C'est important. C'est très important. Si vous faites le bonheur de votre peuple, votre peuple vous le rendra. Mais si vous faites son malheur, il va prier pour que vous finissiez aussi mal.
Et un président qui a dirigé son pays, qui a eu un temps de diriger, qui a représenté son pays, on ne peut pas l'enterrer hors de son pays. C'est une honte. Honte qu'on ne peut jamais effacer. Même si dans 100 ans on dit, bon, il a été blanchi, il faut ramener ses ossements. Malheureusement, les ossements, on a dit ossements, on n'a pas dit la dépouille mortelle. Donc, dirigeants africains, pensez à l'avenir de votre peuple, pensez au bonheur de votre peuple, et votre peuple vous le rendra. Et vous avez fait le bonheur de nos téléspectateurs. Merci d'avoir été là. Je leur dis également merci. Nous nous retrouvons très bientôt.